19h. Bonsoir à tous mes chers collègues, mesdames, messieurs du public, chers Vambrocitaines, Vambrocitains qui nous regardent sur notre page Facebook. Ce soir nous sommes réunis pour la dernière séance du conseil municipal avant les vacances d'été. Ils seront les bienvenus, j'en suis sûr. Je souhaite commencer naturellement en remerciant chacun d'entre vous, comme je peux le faire à chaque fois, pour votre engagement et le travail qui est fourni tout au long de l'année. Nous sommes également à quelques jours d'un événement crucial pour notre pays. Ainsi va la vie politique. L'Assemblée nationale a été dissoute et des élections législatives anticipées se tiendront ce 30 juin et le dimanche d'après, le 7 juillet. Je ne peux que vous inciter naturellement à aller aux urnes pour vous exprimer, malgré les doutes que certains peuvent exprimer sur son efficacité en tout cas. Le vote demeure un pilier essentiel de notre démocratie et un devoir crucial. Avant de passer à la suite et à notre ordre du jour, j'aimerais remercier nos agents. Parce que là, en 3 semaines, on a vécu une période un peu tumultueuse avec ce que je viens d'annoncer. Et je vois là-bas dans le coin Franck, qui... voilà, Franck, merci beaucoup pour ce que vous faites. Je m'adresse à vous parce que vous et vos équipes, vous êtes des gens de l'ombre. La culture et les animations à Vambrochy continuent. Vous êtes sur tous les fronts. On a un camion qui a brûlé il y a 15 jours. Donc ça a permis, ça a provoqué d'autres perturbations. Il y a 15 jours ou 3 semaines, vous étiez d'élection. Aujourd'hui, conseil municipal. Ce soir, vous allez ranger pour réinstaller 3 bureaux. La semaine prochaine, rebelote. Merci Franck, en tout cas, à vous et à vos équipes, ainsi que Madame Van Kortenbosch, naturellement, à toutes les personnes qui sont impliquées de près ou de loin dans ces élections. J'en reviens donc à l'ordre du jour de notre conseil municipal. Nous avons ce soir 23 délibérations. Parmi elles, nous aborderons la mise à jour de plusieurs cadres réglementaires, notamment le règlement local de publicité intercommunale, le règlement de notre crèche municipale, ainsi que la révision des droits de voirie pour l'occupation de l'espace public. Nous discuterons également de la validation d'une consultation citoyenne métropolitaine concernant la mise en place de la ZFE, la zone à faible émission, sur l'ensemble des 95 communes métropolitaines. Cette initiative, naturellement, vise la protection de notre environnement et l'amélioration de notre qualité de vie. Nous poursuivrons également ensuite avec la délibération 2444 concernant notre ambitieux objectif de création d'un CSU, un centre de supervision urbain pluricommunal, en collaboration avec nos villes voisines de Marquette, Saint-André et la Madeleine. Projet qui représente naturellement une avancée majeure pour renforcer la sécurité, votre sécurité en tout cas, ainsi que de vos biens, et améliorer naturellement et renforcer les liens qui nous unissent à nos voisins madeleinois, marquettois et andrésiens. Enfin, nous validerons les comptes de gestion, Monsieur Sass, et les comptes administratifs. Un exercice de transparence et de rigueur financière fondamental pour montrer que notre commune est naturellement bien gérée et que que nos concitoyens, en tout cas, peuvent avoir confiance en votre travail et au travail de nos équipes. Je suis conscient que, comme d'habitude, certains d'entre vous exprimeront naturellement des opinions divergentes. Donc, cependant, je vous encourage naturellement à faire preuve de respect, de constructivité dans nos débats. La diversité de nos points de vue doit rester une richesse, à condition, naturellement, qu'elle soit exprimée avec responsabilité et dans l'intérêt général. Je vais déclarer à présent cette séance du conseil municipal ouverte et je vais demander à Monsieur Snowart, notre doyen. Excusez-moi, Monsieur le maire, ça veut dire quoi, qu'il faut que ça soit respectueux? Il y a des fois où ça n'a pas été respectueux? Je ne sais pas. À vous de juger, Monsieur Spadavecchia. Je m'étonne de votre propos liminaire. Écoutez, merci, Monsieur le maire. Je vous en prie, Monsieur Spadavecchia. Donc, je vais demander à Monsieur Snowart, notre doyen, de procéder à l'appel. Alors, je commence, Monsieur le maire. Sébastien Brognard. Présent. Sass Michel. Galland Christelle. Provost Jean-Philippe. Droulers Aurélie. Lecourt Cédric. Witterbeck Laurent. Notebar Evelyne.
Spot Ben Gwendoline. Stanikevich Alain. Elbout Gisèle. Chuffard Daniel. Barbarie Jean-Michel. Mesmac Michel. Orman Véronique. Tibérien Isabelle. Lutin Louis. Six Bruno. De Rosier Véronique. Delot Stéphanie. Pouvoir. Tanis Romain. Laë Stéphane. Roqueta Paty. Présente. Laë Stéphane, c'est Marc Pureur qui a son pouvoir et Marc arrive. D'accord. Pureur Marc. Vous pouvez mettre votre micro, s'il vous plaît, Mme Roqueta, on n'a pas entendu. Excusez-moi, en plus j'ai la voix cassée. Je disais, Stéphane Laë, c'est Marc Pureur qui a son pouvoir et Marc arrive. Bon. Léonard Zig Vladimir. Deberg-René. Germain Dorothée. Spadavecchia Georges. Muté Olivier. Dossi Tony. De France Chantal. Vanout Michel. Présente. Esno Argent. Le temps que Mme Vocorten-Bosch ramasse les pouvoirs et de constater que le quorum est atteint, je salue les personnes qui sont souffrantes ce soir et leur souhaite naturellement un prompt rétablissement. Je vais commencer par vous demander si vous avez tous et toutes bien reçu le compte-rendu du précédent conseil municipal et savoir s'il y avait des observations sur le document que vous avez reçu. Pas d'observation, je mets ce document au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, les informations tiennent aujourd'hui donc à la dernière diapositive qui correspond aux décisions qui ont pu être prises depuis le précédent conseil municipal. La première délibération donc, est une délibération rectificative sous la voix de M. Sass. M. Sass, vous avez la parole. Alors, cette délibération a pour but de rétablir une situation, si vous voulez, puisque un poste a été supprimé 2 fois, en juin et en novembre 2023. Donc, c'est dans le but d'annuler une de ces 2 délibérations afin de rétablir donc un poste qui a été supprimé 2 fois par erreur. Y a-t-il des remarques? Mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, comme à chaque fois, M. Sass, vous vouliez nous présenter un état du personnel. Alors, l'état du personnel vous a été donc adressé et il tient compte donc d'un certain nombre de créations et de suppressions donc de postes. Je ne vais sans doute pas vous lire la délibération puisque vous l'avez sous les yeux au tableau et sous forme papier ou numérique. Donc, c'est-à-dire qu'on supprime 2 postes, un adjoint technique et un rédacteur principal de première classe, et on crée un certain nombre de postes qui sont essentiellement dus à des reclassements ou des avancements de grade. Y a-t-il des questions, des remarques? Madame de France? C'est juste une petite précision, si vous voulez bien. Dans le tableau des effectifs qui nous avait été présenté en novembre 2023, figurait au titre des emplois budgétaires 123,59 emplois. En mars 2024, 126,59 et aujourd'hui 134,48. Alors je voulais savoir si cette différence de poste était due effectivement, je le pense, comme vous venez de le dire Michel, en partie à des changements de grade, mais s'il y avait également des recrutements prévus dans cette dizaine de postes d'écart. Il y a toujours un policier municipal qui est
prévues. Et il y a aussi, si vous voulez, des variations saisonnières, si j'ose dire. Comme les animateurs de centres de loisirs n'y sont pas tout le temps. Ouais. Donc là, bien sûr, il y a des animateurs de centres de loisirs qui sont donc des intérims aux espaces verts. On a pas mal de postes comme ça. Par exemple, les intérims aux espaces verts, on a créé 6 postes. Il y a 6 gamins qui viennent travailler donc soit au mois de juillet, soit au mois d'août. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Ah, Madame Germain. Oh, excusez-moi, Monsieur le maire. J'ai une question par rapport aux modifications des postes d'enseignement artistique. Il y en a 4 qui sont en hausse de temps. Est-ce que ça veut dire que c'est une répartition autre des postes de travail ou est-ce que c'est une augmentation des inscriptions à l'école de musique puisque les inscriptions sont en cours? Oui, c'est toujours comme ça que l'on procède, si vous voulez. On ajuste le nombre d'heures au nombre d'élèves. Mais les inscriptions sont en cours, donc vous savez déjà que vous allez avoir le même nombre d'élèves pour l'année prochaine. Disons qu'il fallait déjà le réaliser maintenant. S'il y a une modification à faire, on la fera par la suite. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Sass. Monsieur Van Outrive. Je précise, on a fixé du coup un volume d'heures maximum, c'est-à-dire qu'on s'est basé aussi sur les inscriptions de l'année précédente où on a vu qu'il y a certains postes où il y avait plus de demandes et les postes étaient déjà votés. Donc là, on s'adapte au niveau de l'année dernière et on bloque maintenant, si vous voulez, le volume d'heures des professeurs de musique. Et donc là, ça permet d'ajuster pour arriver au niveau de ce qui était souhaité déjà l'année dernière. Et maintenant, charge aux professeurs titulaires notamment de trouver le nombre d'élèves suffisant. Ça veut dire que s'ils ne remplissent pas leur classe, vous baissez le nombre d'heures ou ils sont payés au forfait? Aujourd'hui, ils sont payés sur le nombre d'heures qui est voté. Et en fait, il y a vraiment charge à eux de trouver le nombre d'élèves. C'est pour ça qu'on commence assez tôt les périodes de réinscription et d'inscription pour arriver au nombre d'heures. Aujourd'hui, on n'a pas de situation où il manque des élèves, si vous voulez. Je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, toujours dans notre politique de favoriser naturellement l'apprentissage, Monsieur Sass, je vous laisse présenter la délibération suivante. Oui, donc nous poursuivons, comme dit Monsieur le maire, on poursuit donc cette politique et donc on vous propose donc d'accueillir en apprentissage donc quelqu'un qui y sera donc au niveau de là c'est la crèche auxiliaire de puéricultrice ou de puériculture, pardon. Donc on va en passer régulièrement à chaque fois qu'on aura des besoins, des occasions et puis des souhaits donc d'entrer chez nous en apprentissage puisque et là c'est typiquement un poste qui peut nous être utile par la suite puisque si elle donne toute satisfaction c'est quelqu'un qui peut très bien continuer chez nous. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, la délibération suivante, Monsieur Sass, toujours dans la formation, puisque nous avons actuellement une personne qui est en stage au niveau des grands projets. Donc, c'est pour ça que nous passons cette délibération. Monsieur Sass. Voilà, donc si vous voulez, la loi impose une rémunération pour tout stage supérieur ou égal à 2 mois, mais nous souhaitons donc aller un peu au-delà de cette loi et rémunérer les personnes qui viennent à un stage qui soit donc inférieur à 2 mois, mais bien sûr avec un montant de gratification qui est la moitié de celui qui est donc officiel par législation. Donc, tout en précisant que cette dame assure une mission qui est très importante et donc comme elle et seront étudiées à chaque fois que naturellement nous aurons un stagiaire sera apprécié la quotité ou la quantité du travail qui sera à fournir. Y a-t-il des questions, des remarques sur cette délibération?
Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, la délibération suivante, monsieur, ça c'est toujours à vous, concerne la demande de la ville de Saint-André d'entrer dans notre convention tripartite pour le banquet du 11 novembre, qui satisfait nos anciens combattants. Alors, lors du mois d'octobre 2023, plusieurs communes ont passé donc des délibérations. La Madeleine le 18 octobre, Marquette le 25 septembre et puis Vambrechy donc le 3 octobre pour organiser en commun le banquet du 11 novembre. Ce fut au niveau de l'organisation une réussite. Saint-André souhaite se joindre donc aux 3 communes précitées pour donc le banquet du 11 novembre de cette année. Selon les mêmes considérations, les mêmes, la convention est identique, il n'y a rien qui change au niveau de tout ça. Des questions? Monsieur Debergue. En ce qui nous concerne, on va s'abstenir sur la question parce que, eu égard à la manifestation de l'année dernière, ça n'a pas fait forcément l'unanimité au niveau des anciens combattants qui y ont assisté. Par le fait déjà d'être délocalisés, ça fait peut-être pas la majorité, et en même temps, certains étaient quand même un petit peu déçus de la prestation. Voilà ce qui a été remonté. Donc c'est pour ces raisons-là que sur ce sujet-là, on va s'abstenir. Très bien. Moi, j'ai discuté avec les anciens combattants qui, au contraire, étaient très contents. Ils ont juste demandé à être ensemble sur les tables communes. En tout cas, tout le monde était content. Ok, je note vos abstentions. Non, mais je pense qu'on n'a peut-être pas vu les mêmes non plus. Hein. Peut-être. Alors, qui, du coup, s'abstient? Qui est contre? Merci. Alors, la délibération suivante, c'est encore vous, monsieur Sassin, concerne l'adhésion au groupement de commandes relative à la restauration, non pas scolaire, mais à la restauration et à la reliure de nos actes administratifs. Oui, alors, si vous voulez, il y a c'est seulement pour pouvoir bénéficier, bien entendu, de tarifs qui sont plus intéressants en passant des groupements de commandes en partant chacun de son côté. Et donc, on a une proposition du CTG donc d'adhérer à ce groupement de commandes de manière à relier donc les actes d'état civil et donc aussi les actes, les groupements de commandes et les actes administratifs. C'est une adhésion que... Mutualisation pour... Mutualisation, oui. Y a-t-il des questions, des remarques sur cette délibération? Je la soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous allez vous reposer un peu, monsieur Sass. La délibération suivante concerne, je le disais dans les propos liminaires, l'adaptation du règlement de la crèche Les Petits Troubadours, et je vais laisser la parole à madame Droulers, adjointe à la petite enfance. Merci monsieur le maire, bonsoir à tous. Alors, par délibération du 30 mars 2000, le conseil municipal a adopté le règlement intérieur du multi-accueil Les Petits Troubadours, qui régit le fonctionnement quotidien de la structure et définit les modalités d'accueil des enfants. Depuis, il fait l'objet de modifications successives, approuvées par le conseil municipal. Aujourd'hui, je vous présente un règlement de fonctionnement modifié dans un premier temps suite au contrôle de la CAF du 15 février 2024 sur l'activité 2022. La CAF nous a demandé de préciser ou de reformuler des articles dans le règlement de fonctionnement et notamment au niveau des définitions des accueils dans l'article 3, déjà justement dans les pratiques notamment de vérification des revenus des familles plus fréquentes dans l'article 4 et dans l'article 7, le calcul des tarifs et de facturation. Donc ces modifications sont la retranscription des demandes exigées par la CAF. Dans un deuxième temps, la CAF ayant autorisé les structures à ne plus utiliser une mensualisation lissée sur l'année afin d'être au plus juste sur les consommations, la municipalité a opté pour ce choix afin de faciliter la gestion financière des familles. Les familles paieront dorénavant par mois ce qui a été consommé ou réservé. Il n'y aura plus d'effet de régularisation à la fin du contrat.
Pour terminer, la municipalité profite de ces modifications du règlement intérieur pour apporter ses propres modifications. Suite au départ de notre pédiatre en référent santé, nous avons recruté une infirmière puéricultrice, d'où la modification. Suite au changement de prestataire pour les analyses de pratique, c'est désormais une puéricultrice diplômée d'État et coach professionnel certifié avec qui nous travaillons. Précédemment, c'était un psychologue. Ici aussi, correction dans le règlement. Nous ajoutons un représentant du comité des parents à la commission d'attribution des places en crèche. Et enfin, à l'analyse du nombre d'enfants accueillis sur la tranche horaire 7h30, 8h sur les 4 dernières années au sein de la structure et sur proposition de la direction, il a été décidé que la crèche aura désormais une amplitude d'ouverture de 8h à 18h30. Nous sommes appuyés sur certains chiffres disponibles au niveau du portail famille. Au niveau de l'année 2021, du 1er janvier au 31 décembre, alors j'aime pas parler comme ça des enfants, on parle bien de moyenne. Hein. Il y avait donc 1,3 enfants en moyenne présents par jour de 7h30 à 8h pour 2 agents qualifiés petite enfance présents. 1,59 en 2022, 1,24 en 2023 et 0,27 depuis 2024 pour un agrément de 30 enfants. Donc dans un contexte où le secteur des métiers de la petite enfance est en tension et où au sein de notre structure nous avons aussi des absences, cette décision sans réduction du personnel va permettre de donner 30 minutes par jour de souplesse dans l'organisation des plannings et aussi dans les cas d'absence. Voilà, ces précisions apportées sur les modifications effectuées sur ces 25 pages de règlement de fonctionnement. Il est proposé au conseil municipal d'adopter le règlement de fonctionnement modifié, annexé à la présente délibération. Y a-t-il des questions, des remarques sur ce qui vient de vous être présenté par Madame Drollers? Qui est contre ces modifications? Qui s'abstient? Merci. La délibération suivante donc, concerne des mises à jour, enfin des révisions tout au moins de tarifs à compter du 1er septembre 2024. Donc vous avez pu voir dans votre ordre du jour que c'était moi qui présenterai, mais naturellement non. Je me permets d'introduire pour laisser la parole d'abord à Madame Notebaert. Si Madame Notebaert veut commenter le tableau ou pas. Oui, voilà, vous avez une augmentation pour la rentrée des classes des tarifs de la cantine. Voilà. Je ne sais pas si je vous lis tout le tableau. Sinon, c'est affiché. Il est projeté derrière nous. Voilà. Sachant que, voilà, il y a des augmentations pour les repas, étant donné que les produits de notre augmentent, les produits alimentaires, tout ça, et c'est une augmentation qui varie entre 2 et 4%. Voilà. Donc, comme à l'accoutumée, donc nous avons 5 tranches relatives aux coefficients familiaux déterminés par la CAF, et puis nous avons la possibilité, en tant qu'adultes, de manger, et nos personnels municipaux peuvent également manger à la cantine. Ainsi que nos personnes âgées qui peuvent aussi manger. Exactement, mais ils sont adultes. Voilà. Pour compléter, si vous voulez, comme dit en commission finance, l'augmentation donc du coût global de la restauration scolaire est quand même relativement importante sur une année, puisqu'elle passe de 7,50 à 8,09, 60 centimes d'augmentation donc sur une année. 8,09 le prix de revient. Alors, bon, le calcul de ce prix de revient, il prend, bien entendu, le 3 000 et un repas, les frais de personnel, les frais de chauffage et ainsi de suite. Et si vous voulez regarder donc ces tarifs qui sont proposés là, la moitié de ces tarifs ne couvre même pas le coût de 3 000 et un repas, puisque à déjeuner maternel, le prix hors taxe réclamé par 3 000 et un repas est de 3,30 €. En élémentaire, c'est de 3,47 €, toujours hors taxe. Donc vous voyez que les 3 premières tranches ne couvrent même pas le prix du prestataire. Y a-t-il des questions ou je passe à la suite, vous posez les questions ensuite si vous en avez? Oui, bonsoir. Moi j'ai une question. Par rapport à l'appel d'offres de l'année passée, du coup les tarifs de 1001 repas ont augmenté ou ils sont restés stables?
Ils ont augmenté. Ils augmentent tous les ans. Tous les ans. D'accord. Avec un indice de l'alimentation. Ok. Parce qu'on a, enfin bon, on a quand même des matières, même si on a eu de l'inflation pendant 2 ans, en alimentaire, là, on est plutôt sur une phase de déflation. Donc, il justifie certainement ça par rapport aux frais de personnel et aux frais d'entretien généraux, je suppose. Alors, frais d'entretien, c'est nous, mais eux payent les agents. Ouais. Alors, il faut savoir que la première année, donc, on a négocié dur avec Mille et un repas. Leurs produits venaient effectivement en circuit court. Mais les circuits courts, les Hauts-de-France, c'est le circuit court. Et naturellement, donc, ils sont venus en négociant, en disant, bah voilà, il y a la crise alimentaire, j'en passe des meilleurs, et il va falloir augmenter. Voilà. Et là, on a dit, bah non. Parce que nous, on a des agriculteurs sur notre territoire, et je vous serais gré d'aller consulter nos agriculteurs, et vous verrez que vos denrées alimentaires coûteront moins cher, et couvriront sans doute le prix de la crise alimentaire. Et effectivement, on a réuni nos agriculteurs, Monsieur Lutin, et aujourd'hui, 5 de nos agriculteurs travaillent en collaboration avec Mille et un repas, et donc nos enfants, en fait, à la cantine, et même nos aînés, dans leurs repas commandés, mangent des produits ultra locaux. Donc ça a permis quand même de contenir la hausse des... Alors le coefficient de révision donc, des tarifs de 3 000 et un repas est de 1,064874, ce qui fait passer en 2021 le déjeuner maternel de 2,96 à 3,30 aujourd'hui. 34 centimes sur la révision. Alors, on passe à la suite. C'est une délibération qui est globale, et la délibération suivante concerne donc le prix des ALSH. Je passe la parole à Mme Droulers. Oui, alors de la même façon, parce qu'on a souhaité avoir une cohérence au niveau des tarifs, de la même façon que pour la restauration municipale, on a des augmentations progressives de 2 à 4 % en fonction des tranches, pour tenir compte de l'inflation, de la hausse des fluides et du point d'indice. Alors rappelons que sur ces tarifs, le tarif est indiqué à la journée, mais pour les accueils de loisirs sans hébergement, il est facturé au forfait, à la semaine. Il en relève de l'organisation des plannings des centres et aussi du recrutement des animateurs à la semaine. Voilà pour les tarifs de centres aérés et donc de mercredi récréatif. Sont affichés à l'écran. Y a-t-il des questions ? Alors, on passe ensuite, Madame Droulers, aux garderies. Oui, alors les garderies, nous n'avons pas souhaité modifier les tranches 1 et 2. On a une évolution pour les tranches 3, 4 et 5 d'une légère augmentation, notamment dû au fait que les parents avaient demandé à ce qu'on puisse revenir à une facturation à la demi-heure sur le matin. Donc c'est ce que nous faisons, mais cela a une légère incidence sur les tarifs. Donc des augmentations de 6 à 7 %, mais qui représentent sur ces petits montants 5, 8 et 10 centimes sur les tranches 3, 4 et 5. Y a-t-il des questions ? Madame Droulers, toujours la ludothèque. Oui, alors c'est nouveau. Nous intégrons à cette délibération les tarifs de la ludothèque. Ils étaient précédemment dans une délibération à part. Il n'y avait pas eu d'augmentation depuis 2018. Donc nous devons actualiser les tarifs par rapport au coût et donc à l'inflation également depuis 2018. Donc vous constaterez une évolution, une augmentation progressive en fonction des tranches, donc plus légère sur les tranches 1, 2 et 3 et un peu plus importante sur la tranche 5. Nous ne souhaitons pas modifier en effet fortement les tarifs sur les tranches 1, 2 et 3 parce que c'est vraiment un public qu'il faut aller chercher. Il faut savoir que 63% des familles qui sont inscrites à la ludothèque sont en T5, en tranche 5. Donc voilà, pour pas toucher pour permettre d'accueillir le plus de public possible en tranche 1, 2 et 3, les augmentations sont plus faibles sur cette partie-là. Nous instaurons aussi une pénalité en cas de non-restitution des jeux de 50 € qui s'avère nécessaire. Et il est également intégré un tarif pour les associations œuvrant dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Nous avons une demande de ce type de structure et nous souhaitons apporter ce soutien à ces enfants de l'aide sociale à l'enfance. Donc la
le tarif est porté à 150 € par an. Par contre, nous n'avons pas souhaité répondre positivement à la demande des microcrèches privées qui souhaitaient bénéficier de la structure. Il faut que nous puissions aussi garder des jeux, et notamment des jeux petite enfance, au sein de la structure. Voilà. Y a-t-il des questions? Monsieur Prouveau, la parole est à vous, puisque nous allons parler études dirigées. Alors pour les études dirigées, nous avons voulu faire un rééquilibrage parce qu'on s'est rendu compte que les études dirigées étaient moins chères que la garderie, ce qui implique une baisse des tarifs sur la tranche 1 et 2 et une augmentation des tarifs sur les tranches 3, 4 et 5. Y a-t-il des questions? Donc, il y a également donc des précisions réglementaires sur tout ce qui était modalités d'inscription qui sont rappelées dans cette délibération, les conditions pour bénéficier des tarifications, l'application des pénalités et les modalités de facturation et de remboursement. Tout ça se trouve dans la délibération que vous avez reçue et qui sera naturellement sur la page de notre site internet. Je vais mettre cette délibération au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Monsieur Lecourt, nous allons parler maintenant travaux, puisque la parole est à vous. Merci beaucoup, monsieur le maire. Bonjour à tous. Délibération concernant la rénovation de l'éclairage public. Nous avons débuté ce mois-ci les travaux phase 3 et phase 4, qui commencent donc de juin et se terminent pour le mois de septembre. Le programme de travaux comporte principalement 463 points lumineux d'éclairage public pour un montant total de 415 816,40 € hors taxe. Sur ce montant et après analyse financière de la MEL, le montant des dépenses éligibles s'établit à 198 464,50 € hors taxe. Le montant du fonds concours est fixé à hauteur de 40% donc, du montant des dépenses éligibles. Et ce montant de financement de cette subvention s'élève à 79 385,80 €. Il est proposé donc au conseil municipal d'accepter le fonds concours de la MEL d'un montant maximal à hauteur de 79 385,80 €, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention qui en découle et d'inscrire les recettes au budget en section d'investissement. Voilà, monsieur le maire. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Muté. Oui, en fait, je m'interroge sur la période sur laquelle va porter la subvention. C'est sur une année d'exercice ou c'est du pluriannuel? Enfin, c'est sur un investissement pluriannuel? Non, c'est sur les 463 points lumineux là qui vont être posés. D'accord. Comment? Cette année donc. C'est la phase. Là, on en fait quoi? La phase 3? Là, c'est la phase 3 et la phase 4. La phase 3 devait être faite en 2023, mais comme on avait pris l'ensemble de l'enveloppe des subventions, on a décalé la phase 3 avec la phase 4 en même temps en 2024 pour pouvoir avoir les subventions sur les travaux de la phase 3. S'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, je mets cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, là, il y a une petite erreur dans votre ordre du jour. La délibération suivante, ce n'est pas moi qui vais... Si, celle-là, c'est moi qui vais la prendre. Non, j'en ai encore une, monsieur le maire. C'est encore à vous, monsieur Lecourt. C'est ça. Il n'y avait pas d'erreur. Alors, la délib concerne la révision des modalités de la prime pour la rénovation des façades. Afin de définir plus précisément le cadre de soutien financier de la commune, une nouvelle délibération est nécessaire avec l'instauration de 3 principes. La suppression de la commission d'attribution et de la prime par souci d'efficacité et de gain de temps et de traitement pour les administrés. Le dossier éligible et si seulement si le projet d'intervention en façade a fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme délivrée préalablement aux travaux, déclaration préalable de travaux ou permis de construire.
que le projet a scrupuleusement respecté l'intégralité des prescriptions émises dans l'arrêté et qu'une attestation de conformité a été établie par la direction d'urbanisme de la ville de Vambrechy. Dernier principe, une instauration d'un plafond de subvention à hauteur de 1 000 € toute taxe. Il est précisé qu'un même immeuble ne peut être éligible à cette opération qu'à raison d'une fois par 20 ans, sauf dérogation. Et la dérogation, effectivement, c'est si le bien ou l'immeuble a subi un sinistre. Y a-t-il des questions? C'est pas terminé, monsieur. Je suis un peu long. Veuillez m'excuser. Je vais essayer d'aller plus vite. Il est proposé au conseil municipal de réviser le règlement annexé à la présente délibération et d'encourager l'initiative privée en conservant les tarifs de subvention qui sont les suivants. Donc, pour rappel, je vous rappelle les tarifs que la ville de Vambrechy instaure. Donc, 12,20 € le mètre carré pour les ravalements de façade, sablage, gommage, rejointoiement et y compris l'enduit à la chaux. 9,20 € au mètre carré pour la mise en œuvre d'un revêtement de type plaquette de parement ou cholage noble à l'ancienne. Et enfin, 6,10 € au mètre carré pour la mise en peinture avec un revêtement anti-tag de la façade. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur Lecourt. Y a-t-il des questions? Monsieur Deberg. Monsieur Muté. Oui, je vous remercie. Alors, je pense que c'est plutôt bien de toiletter cette délibération et cette prime. Après, je me pose la question aussi, plusieurs questions en fait. Éligibles, donc les immeubles construits depuis plus de 40 ans. Donc ça fait 94, ça fait en fait pas tant de logements que ça. 984. Voilà, 84, donc c'est encore pire. Parce que on avait fait le calcul aussi pour les primes pour les fenêtres et isolation de combles. Donc ça limite quand même le nombre en tout cas d'immobiliers pouvant bénéficier de cet accompagnement. Et la deuxième question aussi, en fait, c'est au-delà des quelques éléments que vous précisez sur les parements, plaquettes de parement ou les enduits. Je reconnais que la commission d'attribution freinait un petit peu la rapidité et l'efficacité, je le reconnais, mais permettait quand même de voir un peu les projets aussi. Aujourd'hui, je pense qu'une charte, en tout cas adossée au règlement sur ce qui est envisagé ou attendu en termes esthétiques sur la commune, aurait pu être intéressant. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, seul le PLU peut permettre d'être opposable. Alors, je pense que vous n'avez pas bien compris ma délibération, parce qu'effectivement, le point que vous soulevez, monsieur Muté, c'est effectivement le point numéro 2, donc dossier éligible, et si seulement si le projet d'intervention en façade a fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme, c'est-à-dire que la personne va voir monsieur Gautran ici présent, qui a un très bon service et qui va juger si effectivement le projet est viable et s'il respecte toutes les règles, et que le projet a scrupuleusement respecter l'intégralité des prescriptions émises dans l'arrêté et qu'une attestation de conformité a été établie par la direction d'urbanisme. Donc c'est le service urbanisme qui va acter si c'est en règle ou si c'est pas en règle. Oui, mais c'est en règle vis-à-vis des réglementations en vigueur, c'est-à-dire le PLU. Donc, il n'y a pas le choix, monsieur Muté. Enfin, je suis désolé de le dire, mais si chaque ville fait... On a le choix de l'octroi de la prime, par contre. Ah oui. C'est ça que je veux dire. On ne peut pas empêcher, et vous ne pouvez pas refuser de donner l'autorisation si elle est réglementaire. Par contre, si c'est criard ou un défi à l'imagination, aujourd'hui, vous n'avez aucun recours pour refuser la prime. Pas forcément refuser le fait de faire. Alors, si c'est criard, il n'y a pas d'autorisation. Puisque l'autorisation va définir la couleur, le type de matériaux, sauf erreur de ma part, monsieur Gautran, mais donc à partir du moment où c'est criard et que ça ne correspond pas à l'environnement architectural, donc l'autorisation n'est pas attribuée, donc il n'y a pas de prime. C'est ce que monsieur Lecourt vous a dit 2 fois en fait. Et concernant vous parliez au début de ce que vous disiez sur c'était quoi que vous parliez de la première idée que vous aviez émise, je ne l'ai pas notée. Les 40 ans.
Les 40 ans, c'est une délibération, monsieur Muté, qui date de 2004. On n'y a pas touché, en fait, à ça. 3 principes qui sont modifiés. Suppression de la commission d'attribution de la prime. Autorisation d'urbanisme et attestation de conformité délivrée au préalable. Instauration d'un plafond de subventionnement à 1 000 €. C'est tout ce qu'on a... C'est tout ce qu'on a touché, une fois par 20 années. Ce que je veux dire, c'est que, quitte à retoiletter, j'ai dit aussi en introduction que c'était très bien de retoiletter cette prime, en tout cas cette délibération. La question que je posais, c'était au regard du nombre de maisons ou d'immeubles concernés par cet âge, ou cette limite d'âge. Il y en a encore pas mal. Hein. Quand tu reprends tout le quartier de la Grille-Pain, il date de 75. Hein. Ma question portait sur ça. D'accord. C'est tout. Bon. Est-ce qu'on a répondu à votre question? Merci. Monsieur Deberg. Ouais, donc j'étais présent à la commission et j'avais posé un certain nombre de questions pour lesquelles j'ai eu des réponses satisfaisantes. Il n'y a qu'un truc qui me gêne un petit peu, je le redis, c'est le plafond à 1 000 €. J'ai trouvé que c'était un petit peu juste et 1 200, ça aurait été bien. Sinon, le reste, ça me va bien. Alors ces 1 000 € ont été attribués, monsieur Lecourt, vous pouvez sans doute le dire, mais sur une moyenne, on a lissé une moyenne des En fait, on a pris l'ensemble des primes façades qui ont été données depuis, de mémoire, c'était dans le compte-rendu de la commission, depuis 4 ans. Et en fait, chaque année, on était à peu près à une moyenne de 1 000 €. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur ce tarif-là, à 1 000 €, toute taxe. Ouais, moi je disais ça parce que ça fait pas beaucoup et puis en plus on est en pleine inflation de tous les matériaux à droite et à gauche. C'est dans cet esprit-là que j'ai dit ça. Très bien. Noté, merci. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je vais présenter la délibération suivante qui concerne une délibération cadre pour la création du centre de supervision urbain pluricommunal avec les communes de la Madeleine, Saint-André, Les Lilles et Marquette. Donc, qui fait suite à une délibération 2108 que nous avons pris le 18 février 2021, autorisant la constitution d'un groupement de commandes pour lancer une AMO, une assistance à maîtrise d'ouvrage. Cette assistance à maîtrise d'ouvrage a travaillé depuis cette période. Bon, c'est forcément un travail de longue haleine puisque elle s'est faite sur 4 communes. Dans l'entretemps, il y avait encore des points de blocage, notamment régaliens, qui ont été levés puisque le 16 avril 2024, le président de l'AMEL, Damien Castelin, nous a donné l'accord de pouvoir monter ce centre de supervision pluricommunal. Donc naturellement, nous avons poursuivi nos travaux dans un premier temps en temps masqué et puis de plus en plus avec ce courrier d'accord. Naturellement, ce CSU vise à optimiser tant les dépenses opérationnelles que les ressources humaines. C'est ce que nous avions fait valoir au niveau de la demande à l'AMO et il y a un scénario qui a été retenu sur leur proposition, à savoir une homogénéisation des ressources techniques. Donc c'est tout ce qui est écran de surveillance et surtout logiciel d'exploitation de la vidéoprotection. Une instauration d'une clé de répartition fondée sur 3 critères, le potentiel financier de chaque commune, le nombre d'habitants et le nombre de caméras de chaque commune. Donc cette clé de répartition, vous l'aurez compris, est évolutive, puisque si le potentiel financier d'une commune augmente, donc ça va faire forcément augmenter la charge de la dite commune. Inversement, s'il baisse, ça baissera sa charge. Idem pour le nombre d'habitants et le nombre de caméras. Et puis, naturellement, le scénario a porté sur la mise en place d'une organisation humaine partagée. Toutes ces 3 points, en tout cas, ont été explicités lors de la commission. Quelques questions ont été posées. Nous y avons répondu. Aujourd'hui, si vous votez cette délibération, nous pouvons aller vers l'étape suivante qui est la mise en place d'une convention d'entente pluricommunale qui aura pour objectif de
naturellement répondre au fonctionnement le plus efficient de notre centre de supervision urbain pluricommunal. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Je vais donc mettre cette délibération au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Alors, la délibération suivante, je vais également la présenter, donc concerne la validation d'un avis de consultation publique qui a été mis en place par la Métropole européenne de Lille sur la ZFE. Donc, cette ZFE, ce n'est pas une loi naturellement métropolitaine, c'est une loi régalienne, nationale, qui répond à 3 principes: au Code de l'environnement, à la loi climat et résilience du 22 août 2021 et à l'extension de la loi l'Homme de 2019. Loi d'orientation sur les mobilités. L'AMEL a mis en place donc une consultation citoyenne qui s'est étendue du 15 janvier au 19 février 2024. Cette consultation citoyenne se portait sur la mise en place de 2 scénarios. Un premier scénario qui concernait les véhicules uniquement non classés, donc qui permettait une diminution de 5% des émissions d'oxyde d'azote et de moins de 1% des particules fines. Donc là, c'est très technique. Et un scénario 2 qui, lui, concernait les véhicules classés critères 4, 5 et non classés, qui permet une diminution de 23% des émissions d'oxyde d'azote et de 4% des particules fines. À la lecture de cette consultation publique, donc, qui a appelé 4167 réponses à un questionnaire en ligne et 5 réponses écrites, il y a eu 59,6% des participants qui se sont exprimés sur les 2 scénarios. Le scénario 1 a emporté 22,5% des adhésions et le scénario 2, 37,1% d'adhésion. Cette consultation publique a mis en lumière des inquiétudes de la part des 4167 personnes qui ont répondu, enfin les 4167 n'ont naturellement pas répondu ou exprimé les inquiétudes qui sont affichées à l'écran. En tout cas, 4 inquiétudes prioritaires: le pouvoir d'achat, les habitants qui sont en zone périphérique sont moins bien desservis en transport collectif, les travailleurs qui dépendent de leur voiture, et les situations familiales qui sont particulières, complexes, multiples. Il y avait également comme objet dans cette consultation métropolitaine le souhait ou non d'avoir des dérogations, et beaucoup de demandes ont été portées, notamment concernant les véhicules de collection, les déplacements occasionnels, les foyers à faible revenu et les déplacements inhérents au travail jusqu'au domicile, les déplacements pendulaires. Et le troisième objet de questionnement concernait donc le souhait en termes de mesures d'accompagnement. Et sont remontées principalement 4 mesures d'accompagnement: le développement des transports en commun et de parking relais, la gratuité ou la baisse des prix des transports en commun, l'aide à l'achat d'une voiture moins polluante ou le développement des services et infrastructures réseaux cyclables. Ce à quoi l'AMEL, naturellement, a répondu par la positive sur la mise en place d'un système dérogatoire assez important. Et ces dérogatoires sont affichés à l'écran, mais je vais quand même vous les lire. Donc, sont objet d'une dérogation, donc les porteurs d'une carte passe-passe nominative, donc qui finalement apporte la preuve qu'un abonnement mensuel ou annuel est contracté par l'automobiliste. Les petits rouleurs, donc qui correspond à 8 000 km par an ou moins de 8 000 km par an, donc qui répond donc à la problématique des petits déplacements pendulaires ou le simple fait de faire des courses. La mention collection sur la carte grise est également une dérogation, ainsi que
les véhicules qui sont utilisés dans le cadre d'événements ou de manifestations de voie publique de type festif, économique, sportif, culturel, détournage, et également le transport d'animaux vivants. Sont concernés également par cette dérogation les véhicules des commerçants ambulants non sédentaires, des producteurs de denrées alimentaires, les véhicules de plus de 30 ans d'âge utilisés dans le cadre d'une activité commerciale à caractère touristique, les véhicules de type camion-citerne, camion frigorifique et bétonnière, les véhicules affectés aux associations agréées, les convois exceptionnels munis d'une autorisation préfectorale, les véhicules automoteurs spécialisés, et enfin les véhicules de roues motorisées. Voilà l'objet de cette délibération donc, qui, je vous le rappelle, propose donc de valider l'avis de la consultation publique mise en place par la MEL sur la ZFE et notamment au travers du scénario numéro 2. Y a-t-il des remarques ou des questions? Monsieur Deberg. Alors bien entendu, nous on est tout à fait pour que soient mis en place des règles et qu'elles soient respectées au niveau de la pollution. C'était une évidence. Moi ce que je déplore, c'est l'usine à gaz qui est en train d'être mise en place pour gérer tout ça. C'est-à-dire que moi j'ai relu, je plains les services de police et autres qui seront confrontés au contrôle routier au quotidien pour retrouver leurs petits. Hein. Donc c'est à ce titre-là qu'on va s'abstenir parce que c'est trop lourd et c'est complètement indigeste. Merci. Mais on n'est pas contre, bien entendu, d'aller dans le bon sens concernant les émissions de fumée et de gaz et autres. Monsieur Pureur. Ouais, alors moi d'abord je voudrais dire que je ne suis pas du tout anti-écologie, loin de là. Par contre, là, si on regarde les véhicules concernés et les dérogations, ça va justement impacter que les personnes qui ne sont pas en mesure de changer de véhicule. Savoir les mères de famille qui se lèvent à 4 heures du matin pour aller de société en société pour faire le nettoyage. Tout ce type de personnes qui n'ont pas les moyens en fait, de passer sur un véhicule plus propre et qui ont besoin de leur véhicule pour aller travailler, pour partir un petit peu en week-end. Et à ça, il n'y a pas de dérogation possible. Donc ça m'embête beaucoup. Quand on voit que les préoccupations des Français, là, actuellement, c'est à 40% de l'inflation, à 25% de pauvreté et qu'à 19% de climat. Est-ce que le choix est le bon? Je ne sais pas. Vous avez mis, d'ailleurs, dans le compte-rendu de la commission que ça concernait 25% du parc automobile. Donc je ne sais pas si c'est au sein de la MEL ou au national. Je me suis trompé, monsieur Peur, c'est 15%. C'est 15, ok, parce qu'au national, c'est 10%, 10,8% en 2003. Et ça va descendre à entre 6 et 7% d'ici à 2028. Alors sur le site du gouvernement, les véhicules critères 4, 5 non classés représentent 10,8% du parc automobile au 1er janvier 2023. Donc on a dû encore diminuer un petit peu. Donc si on enlève toutes les dérogations, on va à peu près, je pense, tabler sur 5% des automobiles. Voilà, des gens qui pourront pas en fait, qui vont devoir faire le choix entre aller travailler ou rester à la maison. Qu'est-ce qu'on leur propose? J'aimerais modérer un peu vos propos en m'appuyant sur ce que M. Deberg vient de dire. Je ne peux qu'être d'accord avec ce que vous proposez, avec ce que vous dites, pas ce que vous proposez, mais avec ce que vous dites. Effectivement, il y a et c'est remonté dans la concertation publique. Hein. Néanmoins, ces personnes, alors vous parliez tout à l'heure de personnes qui partent en vacances, il y a une dérogation qui est très importante, c'est la petit rouleur. Et souvent, les personnes qui finalement utilisent leur voiture ne vont pas forcément très loin et ils sont souvent dans cette, je me suis renseigné, hein, ils sont souvent dans cette catégorie petit rouleur. Donc ils font partie des dérogations. Et M. Deberg disait à juste titre hein, que ça va être une usine à gaz. Néanmoins, ça ne sera pas tant une usine à gaz que ça, parce que il faut sortir à mon sens, hein, de ce fantasme sociétal de dire voilà, il y a une nouvelle règle qui se met en place et naturellement tous les policiers vont sauter dessus pour mettre des contraventions. C'est pas du tout comme ça que ça va se passer. En fait, ce qui va se passer, c'est que les contrôles routiers, y a rien qui va changer. Je veux dire, vous savez, le nombre de voitures qui sont pas réglo sur leur assurance, avec des défauts d'assurance, etc. Il y en a plein.
Et c'est pas pour autant. En fait, ils sont verbalisés que quand ils sont contrôlés. Et ça sera pareil avec la ZFE. Là, je pense qu'aujourd'hui, il va pas y avoir une répression massive sur. Enfin, à partir du 1er janvier 2025, en tout cas, il y aura pas une répression massive sur les personnes qui roulent et qui roulent avec une vignette critère 4 et 5. En tout cas, ils seront pas matraqués. Ça, j'en suis intimement convaincu, monsieur Pureur. On en a parlé ensemble, monsieur le maire. J'espère, mais les personnes qui seront matraquées, justement, qu'est-ce qu'elles feront? Alors, pourquoi elles vont se faire matraquer? Parce qu'elles auront fait un défaut de circulation, elles auront conduit en état d'alcoolémie, elles auront peut-être provoqué un accident. C'est pas la personne qui va conduire et qu'on va arrêter en disant « Monsieur, je peux regarder votre carte critère, aïe, 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 Z ». Non, je pense pas que ça va. J'en suis même intimement convaincu, c'est pas comme ça que ça va se passer. On ne le pense pas, mais je pense que la police nationale a autre chose à faire. Et comme je vous l'ai demandé, quid de la personne qui aura un accident avec ce véhicule? L'assurance va dire quoi? Vous n'étiez pas censé rouler sur la métropole avec ce véhicule? Alors ça, je suis pas certain que ce soit un critère de dangerosité. C'est un véhicule interdit à la circulation, l'assurance va se jeter là-dessus. Si vous avez un véhicule qui a un défaut de contrôle technique, à mon sens, oui. Je suis pas certain qu'avec la ZF... Déjà, il y a une question qu'il faut se poser, monsieur Pureur. C'est est-ce que au niveau du contrôle technique, parce que ça, j'ai pas la réponse, mais je peux me renseigner. Est-ce qu'au niveau du contrôle technique, une voiture qui sera en critère 4, 5 ou non classée aura un défaut de contrôle technique? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Alors, moi, ce qui m'embête, c'est que les personnes qui votent ça sont des personnes qui ne sont pas concernées. En fait. Alors là, on ne vote pas, monsieur Pureur, pardon, on ne vote pas la mise en place ou non de la ZFE. Hein. On vote la validation de l'enquête publique métropolitaine. Et l'enquête publique, justement, elle a rapporté 4167 réponses. Elle aurait pu en remporter 1 200 000. On est à 1 200 000 voilà, sur la MEL. Hein. Sauf qu'on est à 1 200 000. Donc la communication, je ne sais pas comment elle est faite, mais ça représente que 0,35% de la population concernée. Concernée, de la MEL. La communication a été bien faite pour le coup. Elle a été bien faite. Oui. Alors, elle a été sur des... J'ai tout ici. Hein. Alors, juste, je vais terminer. Hein. Donc on parle d'à peu près seulement 5% des véhicules. Donc des gens qui vont vraiment se retrouver en difficulté. Mais c'est important ce que vous dites quand même. Ou qui vont devoir faire un arbitrage entre aller travailler ou rester au chômage. Parce que de toute façon, pour la plupart déjà en fin de mois, les gens se disent mon voisin est au chômage et il gagne plus à la fin que moi qui mets du gasoil, qui paye mes crédits, etc. Donc ça poussera juste... Non, mais si. C'est juste, en fait, c'est juste pousser les gens à la misère sociale qui est déjà fort présente. Hein, on n'arrête pas de nous parler d'augmentation, d'inflation. Nos projets ici s'arrêtent justement à cause des coûts qui flambent. Et donc j'ai regardé un petit peu aussi les prix donc sur le Figaro Magazine. Donc pour un véhicule de 8 à 10 ans, de 8 à 15 ans, il faut compter une moyenne de 10 000 euros. Et ils sont déjà là à la limite du 10 000 euros. Le coût d'achat d'un véhicule? D'un véhicule d'occasion de 8 à 15 ans. Bon, la mienne, elle fait 1 000 euros, elle a 15 ans. Hein. Bah écoutez, je ne sais pas comment vous faites, parce que pour un véhicule de plus de 15 ans, c'est en moyenne 6 500 euros. J'achète pas une Porsche ou une Mercedes, hein, écoutez, juste une C4. C'est le Figaro, c'est une moyenne sur les véhicules de ces âges-là. Donc, je ne sais pas, à moins que vous prêtiez votre voiture aux gens qui en ont besoin. Je roule à vélo, monsieur Pureur. Ou la revendre à quelqu'un qui sera dans le besoin. Mais en tout cas, parce que j'en ai des fois besoin. Les familles qui seront vraiment dans le besoin, pris à la gorge, ne pourront plus faire, ne pourront plus se déplacer. Les jeunes qui voulaient un véhicule pas cher pour commencer ne pourront pas. Pour 5%, c'est infime, c'est bien moins que les voyages que font vous avez répondu à l'enquête publique en avion. Et non, parce que je ne l'ai même pas vu passer. Mais justement, je vous dis, quand il n'y a que 0,35% des gens qui répondent, c'est qu'il y a peut-être un défaut de communication quelque part. Écoutez, ça a été mis sur nos panneaux. Il y avait des panneaux d'affichage partout Ça dans toute la ville. Ça a été mis dans le magazine. Ça a été reposté Mail. par nos réseaux sociaux de la ville. On ne peut pas dire qu'on n'était pas au courant. Regardez, Alors ça, c'est pas possible. Ne sache pas, monsieur Pureur, que ceux qui ne veulent pas la moitié s'informer. des habitants de notre commune qui ont répondu sur l'ensemble de la MEL. C'est quand même incroyable, mais bon, c'est... Mais je pense vraiment ne savent pas que les gens qui ne veulent pas s'informer, vraiment, ou ne pas voir l'information. Ok, mais avec des mesures comme ça, je pense qu'il ne faudra pas s'étonner au 8 au matin d'avoir des surprises, en fait. Je pense qu'en précarisant les gens, Après, vous savez, c'est infime, c'est 5%. C'est 5% des véhicules. Pureur, regardez le premier... On va mettre la corde au cou pour 5% des véhicules. Monsieur Pureur, regardez la première dérogation. La carte passe-passe pour un abonnement
Les personnes dont vous parlez, ils habitent où à votre avis? Dites des exemples. Ah ben je ne sais pas, mais n'importe où, peu importe où on habite. Il y a des transports en commun, le train, le TER. Il y a des transports en commun, mais regardez, alors, meilleur exemple, je dois déjà emmener mon fils à l'Incel au collège l'année prochaine, vous savez très bien qu'il n'y a aucun transport en commun qui le dessert. C'est pas vrai. Ah bon? Okay. C'est très long. C'est très long, oui. Mais à 5 on heures peut du aller matin. à l'Incel. Oui, oui. Non, mais ça existe. Mais ça existe. Donc après une semaine de travail... travail... Vous dites qu'il n'y en a pas. À partir... Il y en a. Après une semaine de travail, les gens qui vont devoir aller faire leurs courses en transport en commun et tout ça, juste pour une décision mais non, parce que s'ils vont faire leurs courses, ils sont petits rouleurs. C'est minime. Sur 10 ans, les véhicules critères 5 et 4 ont diminué de moitié. Naturellement, avec les primes à la casse, avec tout ça. Pourquoi, là, au 1er janvier, dans 6 mois, les gens qui ont peut-être investi dans leur voiture, dans des révisions, dans des gros frais, vont devoir prendre leur voiture et la mettre à la casse. Alors, moi, je n'ai pas le pouvoir, Monsieur Pureur, je n'ai pas le pouvoir, et nous n'avons pas le pouvoir. La MEL n'a pas le pouvoir. Alors, je suis encore plus d'accord. De modifier la loi. Il y a des députés, on n'a pas le pouvoir, mais on est là pour voter. On a le droit aussi de dire non. On n'est pas obligé de tous dire oui. Là, vous dites non à une consultation métropolitaine. Moi, je veux bien. Alors, on me réclame de la consultation publique, on me réclame de tout ça, et quand il y en a une, on vote contre. Alors, je comprends pas. Et quand il y en a une, personne ne répond. 0,35% de la population. Est-ce que c'est de mon fait? C'est quand même incroyable. Est-ce que c'est de mon fait? Non. Je veux dire, on a fait la communication. Non, mais attendez, moi, j'en ai pas après vous là. Ah, je le sais bien, c'est pas après vous. Mais c'est par rapport à cette chose-là qui est ineptie. Qu'on fasse des ZFE autour des écoles, autour d'un hyper-centre-ville, des zones piétonnes, et je peux l'entendre. Mais là, bloquer une métropole complète à vraiment une quantité infime de personnes... Mais on bloque pas la métropole. Les gens sur la métropole pourront plus se déplacer avec ce véhicule. On parle bien de ça. Encore une fois... On parle bien de ça. Mais c'est comme le nuage de Tchernobyl, quand ils seront hors métropole, les particules pourront quand même venir jusqu'à nous. Il y a la carte passe-passe, mais toutes les métropoles, Monsieur Pureur, de plus de 250 000 habitants, sont obligées de mettre en place la ZFE. Toutes. C'est pas la métropole européenne de Lille. C'est toutes les métropoles de France. Pourquoi on fait des consultations si on est obligé de... Parce que la consultation ne portait pas sur pour ou contre la ZFE. Ça, c'est une loi. Elle portait sur un scénario. Sur le scénario. Voilà. Et là, en l'occurrence, on n'est pas sur le meilleur des deux scénarios. Ah ben, est-ce que c'est moi qui ai... Est-ce que je vous accuse, monsieur le maire? Pas du tout. Pas du tout. Marc, vous savez très bien. Là, pour le coup, si on disait pour ou contre la ZFE, je vous dirais, ok, peut-être, j'en sais rien. Mais là, c'est pas ça. Là, on valide, finalement, que la MEL a lancé une consultation métropolitaine et qu'il y a un résultat qui est sorti. C'est l'objet de cette délibération. Par contre, je peux me permettre d'intervenir juste une seconde parce que j'ai un petit témoignage intéressant. Monsieur Pruard, vous disiez, les gens dans la précarité. Alors moi, j'ai un témoignage qui est très percutant. Dans mon entourage, j'ai une personne qui est en situation de précarité, qui est maman célibataire avec 2 enfants et qui doit aller faire des ménages. Donc exactement le cas contraire, le cas que vous citiez. Et justement, grâce à ça, elle a réussi à avoir une voiture neuve parce que l'État a mis en place un leasing social. Et son leasing social et son assurance de 7 € par mois, ça lui revient à 107 € par mois, sa voiture. Et son ancienne voiture, qui aurait été... elle aurait été embêtée avec la ZFE, pardon. Et bien là, justement, maintenant, elle est contente parce qu'elle a une nouvelle voiture et tous les frais de son ancienne voiture étaient beaucoup plus impactants que les 107 € qu'elle mettait par mois. Alors, 107 €, je suis d'accord, c'est un budget. Mais là, pour le coup, dans le cas précis que je vous donne, qui est un cas concret, elle gagne de l'argent par mois parce qu'avec son ancienne voiture, elle avait tellement de travaux entre les prix de l'essence. Là, ça lui coûte un plein 8 € parce qu'elle se charge chez elle. Donc, il y a quand même des choses qui ont été mises. Elle a déjà un moyen de charge. Ça, je suis d'accord. À Foch, déjà, je me demande comment les gens vont charger. Ça tombe bien parce qu'à Foch, on va mettre 4 points. Mais on va en avoir. 4 points. On va en avoir. Il y a combien d'habitants? Ça, ce sont des études qui sont faites. Là-dessus, il y a combien d'habitants? Est-ce que tous les habitants... Un leasing, quand tout va bien, c'est pratique. Mais quand il faut rendre la voiture, qu'elle a été abîmée, qu'il y a eu quels que soient les problèmes, en fait. Oui, mais alors après, ça, on peut pas... c'est des risques, en fait. C'est des risques à prendre. C'est des risques, mais des risques, il y en a partout. Et à un moment donné, on ne peut pas non plus... En fait, c'est des risques que les gens ne peuvent pas prendre. Toutes ces remarques seront mises au... Je comprends pas que ça vous paraisse normal. Toutes ces remarques seront mises au compte rendu. Pour 5% du parc automobile,
C'est infime et qui se régule en fait petit à petit. Ça va dans Mais le bon moi, sens. je vois ça, Comment on peut... Mais la loi est prévue déjà. Imaginez que ce soit... allez, je vais extrapoler, mais que ce soit vignette 3 comprise. Là, je pense que si c'était vignette 3, on serait peut-être un petit peu plus concernés, nous. Hein, dans 6 mois, on vous dit votre voiture, vous ne roulerez plus avec. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? Là, on n'est pas concernés. Hein. Je pense qu'autour de la table, il n'y a pas grand monde qui a des vignettes 4 ou 5 ou non classées. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, non. Bien, toutes ces remarques seront mises au compte rendu. Je trouve que, voilà, donc je voterai contre, pardon. Très bien. Merci, monsieur. Et merci de m'avoir écouté. Mais je vous en prie. Monsieur Deberg. Je voudrais revenir sur ce que dit M. Purin. Je pense quand même que les instances devraient quand même sérieusement regarder les remarques qu'il a pu faire. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas complètement éluder tout ça, même si je ne l'ai pas dit en commission, quelque part j'y pensais. Et au vu de ses explications, je dirais, c'est un monsieur de terrain qui côtoie beaucoup de gens, je pense que vraiment les instances doivent en tenir compte. Et si j'ai bien compris, ou si j'ai suivi la presse, j'ai cru comprendre que la ville de Marc-en-Barœul, elle, c'est un refus complet de ce qui est proposé en délib. Et c'est pas anodin. Et je crois que le non vient justement de cette partie-là. Le maire était un peu coincé par rapport à ça. C'est le sentiment, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai lu dans la presse. C'est ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup. Je vais mettre maintenant cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, monsieur... Pas de pouvoir. Très bien. Donc, très bien. 6 abstentions. Merci. Voilà, donc, parce que Madame Roquetta disait tout à l'heure en... Ok. Pardon, il l'a pas. Pas de souci. Alors, une troisième délibération que je vous présente concerne une orientation générale sur le règlement local de publicité métropolitain. Donc, l'objet de sa délibération, naturellement, est de débattre sur cette application. Donc, la ville de Vambrechy est, je vous l'avoue, très peu concernée par ce nouveau règlement local de publicité intercommunale, puisque il y a 4 objectifs. Appliquer une décision de justice qui ne nous concerne pas. Étendre le règlement local de publicité intercommunale à l'ensemble des 95 communes. Nous faisions d'emblée partie des 85 communes qui étaient métropolitaines. 10 nous ont rejoints il y a 3 ans. C'est une mise à jour qui est faite au regard des évolutions régaliennes, notamment sur l'extinction des publicités lumineuses entre 23h et 7h, visant à limiter les nuisances que constituent les sources lumineuses provoquées par les publicités lumineuses, justement. L'adaptation d'un format donc qui passe de 10 mètres 60 carrés à 10 mètres 50 carrés pour les communes de plus de 10 000 habitants. Là, nous sommes concernés, et de fixer aux affichages intérieurs les mêmes règles d'éclairage que les enseignes extérieures. Et enfin, 4e objectif de cette adaptation de règlement local de publicité, c'est corriger et adapter donc le règlement. Et là, nous sommes concernés pour partie, puisque nous proposerons dans une prochaine délibération la mise, comment je vais dire, en zone de publicité de niveau 1, c'est-à-dire une zone de publicité qui est très restrictive, sur donc l'application de cette ZP1, on va l'appeler comme ça, aux berges de la Deule Vambrecitaine, pour être en cohérence avec le fonctionnement depuis la Madeleine jusqu'à Vambrechy. Y a-t-il des questions sur ce règlement? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. C'est là où il y avait une erreur tout à l'heure, puisque dans votre ordre du jour, elle était à ma charge en tant que rapporteur, mais cette délibération revient à M. Witterbeck, qui est lui-même adjoint à la voirie. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Le Code général de la propreté des personnes publiques, des personnes publiques, en ses articles L2125 alinéa 1 et suivants, prévoit, sauf cas prévu par le dit code, que toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance. La délibération numéro 08-123 du 4 décembre 2008
complétée récemment par la délibération 2408 du 6 février 2024, fixe les montants des droits de voirie relatifs à ces occupations. Donc, il est simplement proposé au conseil municipal de modifier les tarifs comme suit à compter du 1er juillet 2024. Alors, je ne vais pas, comme c'est affiché au tableau en deux parties, je ne vais pas relire et refaire par l'élément. On l'a vu en commission, vous l'avez sous les yeux. Et si vous avez des remarques ou des questions, je peux y répondre. Il y a plusieurs pages, pardon. Il y a 3 pages. Et il y a une rectification, alors je ne l'avais pas comme information, une rectification sur le marché au niveau permanent. Donc la facturation a lieu à l'unité par trimestre au tarif de 5 €, de manière occasionnelle, c'est-à-dire par jour, à 50 centimes d'euros. Par mètre linéaire, je n'ai pas l'information non plus. Merci, monsieur le maire. Ben, je ne l'ai pas. D'accord. Y a-t-il des remarques, des questions sur cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, la délibération suivante, Monsieur Sass, concerne une modification sur l'octroi d'une subvention. Oui, c'est dans la délibération qui traite de toutes les provisions pour subventions et excusez-moi. Donc, qui fait 3 pages et qu'on prend tous les ans. Il y avait donc une petite erreur sur une ligne seulement qui attribuait une subvention de 5 000 € donc, à la PAF, promouvoir, animer et fédérer, c'est-à-dire l'association des commerçants et des activités commerciales donc, de Vambrochy, alors que ces 5 000 € étaient partagés en réalité entre eux et Tremplin Cadre, 4 500 pour l'association des commerçants et 500 € pour l'association Tremplin Cadre. C'est la seule modification sur cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 2. Alors, la délibération suivante concerne les AECP, les autorisations d'engagement de crédit de paiement. Monsieur Sass. Voilà. Donc, en début d'année, nous avons renouvelé donc, les AECP, autorisation d'engagement et crédit de paiement, donc, qui concerne la section de fonctionnement. Et le marché donc, de l'exploitation du chauffage tombé au mois de mai, donc il fallait renouveler ce marché. Et donc il y a une ligne supplémentaire donc, sur ce tableau des AECP qui s'établit comme suit, 20 000 € pour l'année 2024, puisque le chauffage commence au mois d'octobre, donc on n'aura besoin que 20 000 € pour 2024. Des années complètes 2025, 26 et 27 pour 60 000 € et 2028 donc à 50 000 €. Le tout donc pour 250 000 € TTC. Y a-t-il des questions, des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, Madame Van Kortenbosch me dit qu'il y a une petite modif sur la délibération 2449. Donc, c'est non pas autorisation de programme, mais bien autorisation d'engagement. AECP. Naturellement, c'est dans le titre. Alors, comment on fait, Monsieur Sass, maintenant? Parce que là, je dois sortir ou c'est au compte administratif, c'est pas là? Non, pas tout de suite. Très bien. Donc, Monsieur Sass, je vous laisse présenter donc, le compte de gestion du budget principal. Donc, le compte de gestion, comme vous le savez depuis quelque temps maintenant, est le reflet donc, du compte administratif, mais de la part donc, du trésorier. Sur vos convocations et documents budgétaires, on a fait le choix de vous mettre que le résultat budgétaire de l'exercice afin que vous puissiez comparer ces chiffres, section par section,
à ceux donc du compte administratif. Donc vous avez également eu quelques exemplaires, les pages principales, sachant qu'on ne pouvait absolument pas vous donner l'intégralité sous forme papier du compte administratif qui fait quand même plus de 140 pages. Donc au niveau écologique, il faut quand même essayer de s'en passer, surtout qu'il y a, on le verra ensemble rapidement si vous voulez, mais il y a quand même des pages qui font des redites et qui descendent donc dans des détails qui ne sont pas toujours très utiles. Donc le fait de voter le compte de gestion, ce n'est pas le compte de gestion de Monsieur le maire ni le mien que vous votez, c'est celui donc du trésorier. Une fois qu'on aura donc regardé ce compte de gestion, on peut regarder donc le compte administratif. Passe à coup. Donc on vous dit ici ce que le compte administratif fait, il rapproche les prévisions et autorisations, présente les résultats, et de manière à avoir une présentation hyper synthétique, j'avais joint donc avec le compte rendu de la commission finances un document sur une page qui reprenait le budget, qui reprenait le compte administratif et qui vous donnait le pourcentage d'exécution de chaque chapitre. Donc je ne vais pas vous donner pour protéger un peu nos personnes qui sont occupées de traduire tous ces chiffres pour les personnes malvoyantes. Le BP et le CA, je ne vais pas donc redire les chiffres, je vais me contenter de vous donner le pourcentage d'exécution de chaque chapitre. Le chapitre 11 a donc été réalisé à 84%, c'est-à-dire qu'à peu près 700 000 € en dessous des prévisions. Le chapitre 12, qui concerne donc le personnel, a été réalisé à 99,70%. Le chapitre 65, qui reprend essentiellement donc les subventions, et tout ce qui concerne les indemnités à 91%. Le chapitre 66 qui concerne donc les frais financiers sont réalisés à 77%. Prévision 105 000, réalisation 81 000. Étant donné que l'emprunt de 1 750 000 a été réalisé en fin d'année, bien entendu, il ne pèse pas sur nos frais financiers de 2023. Le 0,14, c'est les reversements, donc ça c'est la TPU que nous reversons au CIVOM, réalisé à 98%, étant donné qu'on connaît le montant exact. Au niveau donc des recettes, le niveau global donc des dépenses réelles de fonctionnement sont réalisées à hauteur de 93% pour les opérations réelles et ça tombe à 73% pour la totalité donc des opérations en reprenant le virement à l'investissement. Au niveau des recettes, le chapitre 70 qui concerne donc tous les services fournis à la population, on réalise donc le budget à 106%, c'est-à-dire avec un surplus de 56 000 €. Au niveau du chapitre 73 qui concerne donc la fiscalité, c'est réalisé à 101,92%. Au niveau du chapitre 74 qui reprend donc les dotations, c'est réalisé à hauteur de 109%. Le chapitre 75 réalisé à 103%, mais c'est peanuts si j'ose dire, puisque c'est un budget de 25 000 €. Le 013 qui était budgété à 65 000 € a été réalisé à 110 000 €, c'est-à-dire une réalisation à 168,62%. Mais ça, c'est une ligne qui est toujours très difficile à estimer, étant donné que ce sont les remboursements pour le personnel qui est absent ou malade. Le chapitre 77 qui concerne donc les recettes exceptionnelles, lui est réalisé à 833%, puisque nous avons réalisé 195 000 € de ventes diverses. Au niveau de l'investissement, le chapitre en dépenses toujours, globalement, les dépenses réelles sont réalisées à hauteur de 43%.
sachant quand même qu'il y a plus d'1,5 million qui sont dans les restes à réaliser, ce qui changerait donc notablement ce résultat pour le faire passer proche de 60%. Le chapitre 16 qui concerne donc les remboursements d'emprunts, mais la part capitale réalisée à 87%, pour la même raison bien sûr que le chapitre 66, dû à l'emprunt réalisé tardivement. Le chapitre 20 de réaliser à 10% uniquement, 1 426 000 prévu, 150 000 euros de réaliser, j'y reviendrai tout à l'heure. Le chapitre 204, les subventions données réalisées à 9%, et le chapitre 21 réalisé à 86%, et le chapitre 23, dont essentiellement la mairie, réalisé à 50%. Au niveau des recettes, les recettes sont réalisées à hauteur de 58%, recettes réelles toujours bien entendu, dont les dotations sont à 114%, les dotations à 297%, pardon, et subventions, le SCTVIA à 114%, l'emprunt est réalisé lui qu'à 46%, puisque nous avions budgété 2 700 000 d'emprunts pour équilibrer notre section, mais puisque les dépenses n'ont pas été suffisantes pour faire un emprunt aussi important, nous n'avons fait un emprunt que d'1 250 000 euros. Ce qui fait ressortir un excédent de fonctionnement de 751 169 euros et 29 centimes, qui porte ainsi, et qui portait, et d'ailleurs c'était ce qu'on a voté lors du vote du budget, le chiffre n'a pas changé, 4 926 476 euros et 18 centimes d'excédent de fonctionnement à fin 2023. Le déficit de fonctionnement d'investissement 2023 s'établit à 547 000 euros, duquel on retire bien sûr les excédents antérieurs et qui ramène donc un déficit de 443 426 au départ donc du budget 2024 qui lui aussi a été voté. Nous avons donné aussi une page qui reprend donc toutes les statistiques et les ratios, les différents ratios. Vous pouvez voir que Vambrechy ne se distingue pas spécialement donc dans ses ratios, puisque les dépenses réelles de fonctionnement s'établissent à même pas 1020 euros par population, alors qu'il atteint 1099 pour la strate nationale. Au niveau des produits d'imposition, il est de 651 pour la moyenne nationale de 594. Les recettes réelles de fonctionnement sur la population, nous sommes à 174 euros pour 1305 pour la moyenne, donc là encore nettement en dessous de la moyenne nationale. Les dépenses d'équipement, toujours sur la population, on est légèrement en dessous de la moyenne puisqu'on est à 271 pour 297. L'encours de la dette, alors là on est à 435 alors que la moyenne nationale c'est 826. La DGIF, donc la dotation globale de fonctionnement, est de 157 euros par habitant alors que la moyenne c'est 170 euros. Les dépenses de personnel, on est à 58,26 pour la moyenne nationale à 60%. Donc même si on peut considérer que les augmentations de chapitre 12 sont importantes, on reste quand même inférieur donc au reste de la nation. Les dépenses de fonctionnement sur les recettes réelles de à 90%, à 89, 98, pour 91 à la moyenne nationale. Donc là, on est totalement dans les clous. Les dépenses d'équipement, on est légèrement supérieur avec 23,15 par rapport à 22,80. Autant dire qu'on est identique à la moyenne nationale. L'encours de la dette, là, on retrouve la même chose par rapport aux recettes réelles de fonctionnement, puisqu'on est à 37,07 pour une moyenne nationale de 63,50. J'espère ne pas avoir été trop vite pour notre traductrice. Alors, je parlais tout à l'heure du chapitre 20 sur lequel on allait pouvoir revenir. Évidemment, dans le budget 2023, il y avait notamment les frais d'études pour le complexe sportif de 470 000 euros, ce qui explique qu'il n'a pas été fait, bien sûr, ce qui explique que le chapitre 20 n'est réalisé qu'à hauteur de 10%, alors qu'il aurait été là à hauteur de 50%.
Les autres prévisions budgétaires ont été globalement réalisées, sauf bien sûr les frais d'études aussi sur Féri 1 et Féri 2. Ce qui explique un petit peu ce décalage pour la série 20, pour le chapitre 20. Alors, je ne sais pas si vous avez eu la curiosité de consulter le pavé, donc 153 pages en fait qui fait, c'est pas 147. Il a été remis en globalité donc aux responsables de groupe. Il est bien entendu consultable. J'en ai un exemplaire. Il y a un exemplaire donc également dans les services. Alors les pages les plus importantes sont les pages de 1 à 22 qui reprennent toutes les données comptables et synthétiques puis détaillées par article et par chapitre. Ensuite, on a toutes les données par fonction en vue d'ensemble, puis détaillées. Alors, il y a la page 23 qui est intéressante aussi, puisque ça donne par fonction, si vous voulez, les différentes dépenses. Donc, si on reprend un exemple tout simple, le total des dépenses de fonctionnement, on voit qu'il y a des opérations non ventilables. Le tout, c'est sur, bien entendu, un montant global, donc de... j'ai perdu ma ligne. Total dépenses du chapitre en investissement. En investissement, vous avez 1 808 000 dans les services généraux et administration, bien sûr, c'est la mairie en gros. Vous avez l'équipement et la formation pour 70 000 euros. Vous avez le sport et la jeunesse pour 142 000 euros. La famille pour 127 000 euros. L'aménagement et services urbains, ça vous pouvez le retrouver dans vos documents, pour 531 000 euros. Un total de dépenses de 3 577 000. Au niveau du fonctionnement, c'est intéressant aussi, puisque le total des dépenses, il y a des dépenses qui ne sont pas ventilables. Sur 11 millions, enfin sur 12 millions quasiment, il n'y a qu'1 million qui n'est pas ventilé. Services généraux et administration, on est à 2 360 000. Pour la sécurité et le salut public, on est à 400 000 euros. Pour l'enseignement et la formation, on est à 2 438 000 euros. Pour la culture, on est à 783 000 euros. Pour le sport et la jeunesse, on est à 1 356 000 euros. Intervention sociale, santé, 206 000 euros. Pour la famille, on est à 1 119 000 euros. Le logement ne dépend plus de la mairie, mais du social, du CCAS. Et au niveau de l'aménagement et des services urbains, on est à 2 260 000 euros. Ensuite, les pages suivantes reprennent ces chiffres-là, mais détaillés par chapitre, par sous-chapitre, par fonction et par sous-fonction, ce qui est beaucoup moins intéressant. Ensuite, on passe directement à la page 114-118, là qui reprend tous les ratios de la dette. Vous pouvez les regarder, vous avez les dettes par prêteur, par type de prêt, et vous avez tous les taux. Ensuite, vous avez quelques pages qui reprennent toutes les durées d'amortissement par type de mobilisation. Et ensuite, les éléments du bilan principaux sur les pages 122 à 125. Et ensuite, les adhésions mobilisation, les variations du patrimoine. Donc là, vous avez les matériels plutôt, qui ont été vendus, notamment grâce à notre directrice des finances sur donc, le web enchère, où elle vend les camions et ceci. Nos garanties accordées, les garanties accordées sont essentiellement vis-à-vis donc de l'EHPAD, et ensuite vous avez les subventions accordées à chaque vabrocytain. Là vous avez quelques pages, vous avez 5-6 pages donc de subventions accordées aux vabrocytains. Et ensuite on reprend les APCP et on retrouve enfin l'état du personnel qui est donc conforme à celui que vous avez déjà eu. Et ensuite vous avez en page 150, tout à fait la fin, le budget et le CA consolidé, c'est-à-dire qui reprend le CA de la ville plus le CA du port de Plaisance. On va, si vous voulez, on va faire... tu sors qu'une fois, comme tu veux. C'est toi qui vois. S'il y a des questions peut-être sur le compte administratif. Ouais, on va attendre les questions. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur le compte administratif que M. Sass vient de vous soumettre? En tout cas, M. Sass, je ne vois pas de questions. Merci pour cette synthèse. C'est toujours épatant de vous voir manier les chiffres
Ouais, je n'ai pas comme vous le faites. J'ai pas relu la note synthétique qui vous avait été faite par la direction des ressources, mais je pense que comme vous l'aviez reçu avec le conseil municipal, vous avez eu l'occasion de le lire et ça ne servait pas à grand-chose que moi je la relise. Voilà, l'occasion également de remercier naturellement M. Van Utrive et Mme Delbecq pour le travail qui a été fait autour de ce budget. Donc mettre ce compte annuel, c'est toi Michel? Ben, le compte de gestion déjà. Ah ben il a déjà été voté lui? Le port? Non, le compte de gestion ville. Alors, le compte de ville. Toujours embêtant parce que j'explique aux personnes qui nous regardent. En fait, au niveau du compte administratif, c'est M. Sass qui va présider le conseil municipal et je dois sortir le temps du vote. Voilà. Donc, je vous propose de ne voter qu'une fois. On passe sur le compte de gestion. On vote le compte de gestion et après on présentera le port. D'accord, Michel? Ok, très bien. Pas de souci. Alors, qui s'abstient sur la délibération 24-50? 2 abstentions. Donc ça, c'est bien. On vote sur le trésor public. Hein. Ouais, donc ça. on valide les comptes du trésorier, c'est ça? Ouais. D'accord. Donc en abstention donc sur la validation du compte de trésorier 2. Qui est contre? Merci. Donc on passe au port, Michel, si tu veux bien. Ok, pas de souci. Je reviendrai sur l'affectation des résultats par la suite. Donc pour le port, même exercice, hein, si vous le souhaitez, si vous l'acceptez. Donc le résultat budgétaire de l'exercice donc du compte de gestion, je vous ai donc mis qu'une seule page qui reprend donc les résultats budgétaires globaux. Au niveau donc du port de plaisance, évidemment, les chiffres sont beaucoup moins importants puisque le budget global de fonctionnement s'élève à 97 000 €, hein, donc moins de 100 000 €, avec des mandats émis de 56 000 € et donc des crédits annulés. C'est la terminologie reprise par la M57, ce ne sont pas des crédits annulés, c'est des crédits qui n'ont pas été utilisés. Les recettes d'exploitation, les recettes donc s'établissent à 55 000 € budgétés et 33 000 € de réalisés, avec des produits rattachés, bien entendu, de 14 000, donc ce qui le fait passer à 47 000 € donc de recettes sur 55 000 € donc de budgétés, ce qui fait qu'un différentiel de 7 300 €. On a eu quelques petits problèmes avec les régies de fin d'année. Hein. Donc on retrouvera les crédits, on les retrouvera de toute façon donc cette année. Au niveau de l'investissement, au niveau de l'investissement, c'est encore moins important puisque ça ne dépasse même pas les 20 000 € donc en dépenses. Réalisé quasiment à 100% puisqu'on a réalisé les opérations qu'on avait donc projetées. Au niveau des recettes, les recettes sont très minimes en investissement puisqu'il s'agit seulement en recettes réelles des cautions et le reste ce sont des virements de la section d'exploitation hein, pour 6 000 € et puis les opérations de transfert d'ordre qui concernent essentiellement les amortissements. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions au niveau du compte administratif donc, du port de plaisance. Je vous écoute. Donc, s'il n'y a pas de questions sur ces 2 présentations, je vais mettre d'abord la présentation donc, du compte de gestion du port. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc là, il n'y a pas d'abstention. Très bien. Le contrôle public a bien fait son boulot. Et donc, moi, je vais sortir donc, de la salle pour vous céder la place de président, M. Sass. Merci, monsieur le maire. Bon, écoutez, je vais vous soumettre donc à l'approbation donc le compte administratif 2023 hein, pour approbation donc de la gestion 2023
donc de notre municipalité et notamment bien sûr de Monsieur le maire. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La même chose au niveau donc du compte administratif donc du port de plaisance. Qui s'abstient? Qui vote contre? Écoutez, je vous remercie de votre confiance dans le travail qui a été réalisé donc en 2023 par la municipalité et les services. Je pense qu'on peut faire revenir maintenant Monsieur le maire. Rebonjour Monsieur le maire. Donc je peux vous annoncer que le compte administratif de la ville et le compte du budget annexe du port de plaisance ont été approuvés par une majorité de l'Assemblée avec 2 abstentions. Merci Monsieur Sass, merci beaucoup et encore une fois merci pour le travail accompli et votre confiance naturellement. Du coup, je reprends le fil. Nous en sommes à l'affectation comptable des résultats de l'exercice 2023, Monsieur Sass. Voilà. Donc là, ce n'est qu'une confirmation donc de la délibération que nous avons prise lors du budget, puisque les chiffres étaient bons, donc ils continuent à l'être. On vous propose donc d'affecter le résultat cumulé du fonctionnement de 4 926 476 € et 18 centimes à la même section, au chapitre 02. Et en investissement, de reporter un déficit donc de 443 426 € et 31 centimes, donc restant affecté au compte 001, déficit d'investissement. J'ai envie de faire la même démarche pour l'affectation des résultats du port de plaisance, qui là aussi était en tout point égal donc à ce que nous avons voté lors du vote du budget, et donc de reporter le résultat cumulé de fonctionnement de 33 313 € et 77 centimes au compte 002, excédent de fonctionnement, et le déficit d'investissement de 5 921 € et 35 centimes, donc au compte 001, déficit d'investissement. Y a-t-il des questions sur ces 2 délibérations? Qui est contre? Qui s'abstient? La dernière délibération, donc, Monsieur Sass, concerne l'ajustement des crédits budgétaires par une décision modificative. La dernière. Attends, je refais mes trucs dans l'ordre, parce que après je trouve plus mes billes. Hop. Voilà. Voilà. Donc, décision modificative, c'est la deuxième de l'exercice, pour ajuster un petit peu, donc... non, c'est la première. Oui, c'est la première. Ouais. Non, c'est rien, je me voyais plus loin déjà. Non, c'est la première. Donc, pour ajuster les recettes déjà, après réception donc, des notifications définitives donc, de nos dotations, et puis aussi intégrer donc sur la ligne 76 des recettes exceptionnelles
qui reviennent donc des intérêts, donc des comptes à terme que nous avons bloqués en 2023, étant donné que nous avions une trésorerie qui était donc bien bonne, d'environ 4 millions. Donc nous avions mis deux comptes à terme et donc qui nous rapportent donc 46 000 euros donc d'intérêt sur 2023. On ajuste donc la taxe sur les pylônes, la taxe sur la fiscalité locale, donc de 9 000 euros pour la taxe sur pylône, 191 000 euros pour la fiscalité locale. Et puis les dotations au chapitre 74, 40 000 euros. Donc c'est compensation sur l'exonération de la taxe foncière, la DGF un petit peu pour 14 000 euros, la DSU pour 13 000 euros et la dotation nationale de péréquation pour 1 400 euros. Donc ça nous fait globalement 288 185 euros de recettes supplémentaires que l'on a donc ventilées donc, de l'autre côté, dont 70 000 euros pour la démolition du logement du stade, 5 000 euros pour la maintenance de l'orgue de l'église et 9 000 euros pour une annulation de titre, mais là c'est en chapitre 67 celui-là. Chapitre 65, vous ne le verrez pas apparaître puisque c'était un débit crédit, c'est seulement un changement d'article pour la subvention du CCAS de 190 000 euros qui change d'article, c'est tout. C'est un numéro de compte qui change. Au chapitre 11, vous retrouvez 121 000 euros donc, de supplémentaires. Déjà la pose du filet de protection dans notre église pour 18 400 euros. Une étude hydrologique pour le cimetière de 15 000 euros. Le diagnostic phytosanitaire et mécanique des arbres du fort pour 12 000 euros. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Donc il restait 158 000 euros, 105 à ventiler. Nous les avons donc transférés en recettes d'investissement, donc au virement, donc à l'investissement. De ce fait, à l'investissement, les modifications suivantes s'imposent. Le chapitre 21, lui, augmente de 158 000 euros. De ce fait, le besoin en emprunt diminue. Donc on diminue le chapitre 16 de 152 035 euros. Le chapitre 24, c'est des cessions d'immobilisation. 204, pardon. C'est le 204 ou c'est le 24? C'est le 024, d'accord. Oui, sur l'autre c'est 204. C'est bien le 024 pour 19 100 euros. Et les remboursements d'avance forfaitaire, bon, ça passe donc en recettes et en dépenses. Il s'agit des avances que nous avions fait donc aux entreprises intervenant sur la mairie. Les 170 euros que vous retrouvez, c'est du reversement de SCTVA qui avait été passé donc en recettes en investissement alors que ça concernait le fonctionnement. Les 25 000 euros supplémentaires que l'on retrouve donc au chapitre 21 concernent donc des équipements de cuisine pour du matériel qui risque de tomber en panne au restaurant scolaire. Ce qui fait augmenter donc notre section d'investissement de 95 170 euros. Voilà, monsieur le maire. Ouais. Merci, monsieur Sass. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Monsieur Deberg. Ouais, chapitre 41, 70 000 euros pour démolir le... J'ai pas bien entendu au stade. Et dans quel but, après, on le démolit? Parce que j'en ai pas entendu parler en commission travaux. Donc c'est mon collègue qui m'a dit, tiens, on parle de la démolition du logement du concierge du centre sportif. Donc ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui risque de se passer derrière. Aujourd'hui, cette maison, monsieur Deberg, elle est... C'est pas au chapitre 41, c'est au chapitre 11. Chapitre 11. Moi, je lis 41 sur ma feuille. Donc, oui, mais là, c'est de l'investissement. Le chapitre 41, comme je viens de dire, c'est le remboursement d'avance. Vous avez 70 000 au 41 d'un côté et de l'autre. C'est remboursement d'avance. D'accord. Okay. Mais bon, de toute façon, c'est quand même toujours 70 000 pour le démolir. Moi, ma question, c'est pour y faire quoi à l'avenir? Alors, aujourd'hui, cette maison est une masure pleine d'amiante,
Je pense que les voisins seront contents d'éviter d'avoir des rongeurs nuisibles qui, donc pour le moment, c'est une solution d'attente, situation d'attente, qui vise à rendre un environnement le plus sain possible. Ah, de ce côté-là, j'ai pas d'objection. Moi, ma question, c'est qu'est-ce que vous avez derrière la tête après? S'il y a quelque chose. Un peu d'humour. Ouais. Non, mais voilà. Non, mais ma question, elle est sérieuse. Est-ce que vous avez envisagé quelque chose une fois qu'elle sera rasée? Ma réponse l'est tout autant. C'est vraiment là à des fins purement sanitaires. Je pense que vous... Et sécuritaire également. Et sécuritaire. Les voisins apprécieront, éviter les squats, éviter. Enfin, il y a plein de nuisances qui peuvent être provoquées par le maintien en l'état de cette maison. Je ne disconviens pas de ça. Hein. Et ben c'est tout. C'est la raison. Ok. Ok. Et pendant que j'ai la parole, si vous permettez. Vous avez demandé s'il y avait des remarques sur le compte-rendu du dernier conseil municipal. Je voulais simplement rajouter que je félicite quand même l'ensemble des gens qui ont participé parce que c'était très copieux et pas facile à rédiger. Je tiens à le souligner parce qu'on est quelquefois à critiquer et je tire mon chapeau à l'ensemble des gens qui ont contribué. Alors, il y a une personne principale que je remercierai naturellement après, comme je le fais à chaque fois, c'est Mme Depeau, qui non seulement s'attache à rendre le plus fidèle possible le compte-rendu du conseil municipal, mais également l'ensemble des commissions. Et c'est vrai que je la sollicite beaucoup et des fois elle est noyée parce que tout arrive en même temps finalement. Et c'est à elle qu'il faut rendre ce salut et ce remerciement. Merci pour elle, Monsieur Debergue. Madame Germain. Je me permets d'intervenir parce qu'en fait, là, le logement, vous avez peut-être rien derrière la tête. La Fondation Ledoux, vous n'avez rien derrière la tête non plus. En fait, on est toujours obligé de quémander pour avoir des informations par rapport à des projets. La Fondation Ledoux, je vous ai répondu. Hein. Oui, mais ça a été long. On a dû le demander plusieurs fois. Et donc, effectivement, peut-être qu'au prochain conseil municipal, on vous redemandera ce que vous avez derrière la tête par rapport à ce logement. Aujourd'hui, le complexe sportif est annulé. Non. Le complexe sportif est reporté à une date ultérieure que personne ne connaît, avec des associations qui sont vraiment en demande d'avoir des salles à disposition et des perspectives. Aujourd'hui, nous, on vous demande des perspectives par rapport à la Fondation de Ledoux, par rapport au logement du concierge et éventuellement une salle que vous pourriez mettre là, j'en sais rien. Voilà, nous aussi, on aimerait avoir des perspectives pour pouvoir avancer. Vous nous dites toujours, on fait partie du conseil municipal et c'est de la collaboration, mais donnez-nous les moyens de collaborer avec vous. Monsieur Stanikevitch, qu'est-ce qu'on va y faire à la place de la maison de... Je travaille beaucoup avec mon équipe. Vous savez, vous? Voilà, moi non plus. Je pense que vous pouvez poser la question à toutes les personnes qui sont ici. L'objectif aujourd'hui, c'est de mettre en état de sécurité ce terrain. Parce que cette maison, demain, on aura des squats, demain, on aura des rats, et les voisins vont se plaindre. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. Il y a vraiment pour le moment, et je dis bien pour le moment, rien derrière la tête. Concernant la Fondation Ledoux, un projet de ville, ça vit. Et forcément, avec le temps, on a des perspectives qui se présentent, des opportunités. Je pense que mon prédécesseur aimait ce mot, je l'aime aussi. On se saisit des opportunités pour faire vivre un projet et faire de notre ville une ville riche en qualité de vie, de confort, de tout. Vous voyez, un projet, ça vit. Monsieur le maire, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Monsieur Lecourt. Moi, ça me gêne qu'à chaque fois, vous nous mettez la responsabilité pour le manque de salles, des associations ou quoi. Vous avez fait 3-4 mandats devant moi. Vous avez passé la ville de Vambrochy de, on va dire, 6 000 habitants à 10 000. Par contre, vous n'avez rien fait, vous n'avez pas construit de salles supplémentaires ou quoi. Et maintenant, vous venez nous chercher, nous, de dire, alors comment vous faites pour les associations? On fait avec les moyens que l'on dispose. Et on ne peut pas rattraper un retard de 3 à 4 mandats. Voilà. Et c'est une blague là ou quoi?
Non mais j'arrive là ou quoi? Vous êtes en train de m'allumer là? Pas. Si, Ah, si, non. non mais attendez, vous êtes amnésique au dernier conseil. J'ai rappelé tout ce qui a été fait depuis 94 et tout ce qui devait être fait en collaboration avec ce qui est sorti de côté quartier Est, et c'était prévu dans les 15 ans. Et maintenant, vous avez fait des promesses et vous êtes revenu dessus. Alors ne m'allumez pas là-dessus maintenant parce que ça ne va pas le faire. Hein, vous vous sentiez visé, peut-être vous vous sentiez quand même responsable. Mais rien je vous dis, faut exagérer. Hein. Je vous dis, vous avez fait ensemble 4-5 mandats, vous avez passé la ville de 5 000, 6 000 à 10 000 habitants sans penser à faire des... Mais depuis 94, regardez ce qui a été fait. Gilles Alain Billet, un terrain de football synthétique, un bolodrome, un skatepark, des nouveaux vestiaires, j'en passe et des meilleurs. Et on a fait avec les moyens du bord financièrement aussi. Et Michel Sass, il peut le dire. Il y avait d'autres projets qui étaient dans les tuyaux. Alors arrêtez de m'allumer avec ça, hein, parce que ça ne va pas le faire. S'énerver, monsieur Debergue. Je dis ce qui est, je dis ce que je vois. Je vais reprendre l'exemple. Vous voyez pas bien, parce que depuis 94, il y a eu plein de choses de faites. Je pense que si vous allez voir l'ensemble des présidents des associations, la salle Cibier est, excusez-moi du terme, mais elle est morte. La toiture, elle est pourrie. Laquelle? Cibier. Prévost, la toiture, elle est pourrie. À l'âge de ses artères, il y a 4 ans que vous y êtes. Moi, j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de toiture à refaire. Ça fait partie aussi de l'entretien des bâtiments. Ah, bah si, l'entretien aurait été fait en temps. Excusez-moi, monsieur Debergue. Hein. Mais voilà, je vous dis. Donc, c'est parce qu'à chaque fois, vous nous mettez la. À chaque fois que j'ai rien dit, c'est vous qui m'allumez. Vous voyez, non. À chaque fois. Non, attendez, monsieur le maire. Pas cité à chaque monsieur fois. Debergue. Non, je n'ai pas cité monsieur Debergue. Il s'est senti, je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être quelque chose à dire, je ne sais pas. Mais. Tout était calme, et là, vous m'allumez. Je vais avoir du mal à dormir ce soir. Là. Monsieur Debergue. Je rappelle vous revenez toujours vers le nous. maire en introduction. Est-ce que je peux terminer, s'il vous plaît? Merci. Donc, vous revenez toujours vers nous en disant qu'il y a un manque de salles. On est là que depuis 4 ans. 4 ans, on a eu l'effet Covid, on a eu la hausse de tout ce qui est fluide. À un moment donné, on ne peut pas tout faire. Voilà. Mais peut-être bien, mais en attendant, il y a 2 choses, puisque là vous m'avez allumé. Les impôts, vous n'avez pas augmenté, vous les augmentez. Il y avait un terrain de foot de prévu, vous l'avez enlevé pour faire les économies, et j'étais pas contre. Et quand même, vous êtes incapable de donner une date pour réaliser ce que vous avez promis en long et en large aux associations. Hein, et vous avez réuni toutes les associations. À chaque fois que vous serriez la main, ouais, toi, tu auras ta salle, tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça. Aujourd'hui, ils ont tous les oreilles en berne. Il reste une délibération à voter. Ce sont cette délibération modificative. Je vais mettre fin. Ah non, mais c'est pas moi qui ai démarré, non? Non, ça n'a pas été voté. Non, monsieur Sass, promis. Ouais. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient sur cette délibération? Merci beaucoup. À 2 questions qui m'ont été posées par Madame de France et que je vais lui demander de lire. Merci. Alors, Daniel Jansens nous a quittés le 27 mars dernier. Au-delà des hommages qui lui furent rendus lors de ses obsèques, le groupe Ensemble pour Vambrocherie souhaiterait qu'un lieu emblématique de Vambrocherie puisse porter son nom. Il nous semble que son investissement personnel pour remodeler le centre-ville pourrait trouver écho en dénommant le parc du château, parc Daniel Jansens. Nous espérons que le conseil municipal pourra nous suivre dans cette démarche. Merci de votre réponse. Je vous en prie. Alors là, aujourd'hui, on ne va pas se prononcer puisque le conseil municipal, ça n'est pas à l'ordre du jour de notre conseil municipal. Néanmoins, vous savez, on n'a pas attendu que vous posiez votre question, Madame de France, pour penser à ce que nous allions faire pour rendre hommage à Daniel Jansens. Aujourd'hui, je vous avoue que le temps file et nous songerons au moment le plus opportun, effectivement, à rendre l'hommage à notre ancien maire sur quelque chose qui est emblématique de la ville. Je veux croire que vous prendrez en compte notre idée. La 2e question, Madame de France. Alors, pour prolonger un peu ce que vient de dire Madame Germain, même si c'est dans un autre registre, la presse, ces dimanche dernier, fait l'écho de l'état d'avancement du dossier du tramway. Si nous avons bien compris que la partie vambrocitaine n'était pas encore actée, nous souhaiterions que le conseil municipal puisse être informé
des différentes options encore pendantes et du tracé qui semble être retenu pour les communes voisines. Pourriez-vous solliciter les services de la MEL pour qu'une réunion d'information du conseil municipal puisse se tenir? Elle est pas, je ne sollicite pas une réunion publique, hein, soyons bien clairs, puisse se tenir, si ce n'est avant l'été, au moins à la rentrée, pour que nous soyons pleinement informés de l'état d'avancement de ce dossier qui nous paraît important pour le devenir de la ville. Là, aujourd'hui, vous parliez de réunion publique. Il y a une réunion publique. Hein, il y avait 450 personnes. Je ne sais pas si vous y étiez à cette réunion. En tout cas, des réponses ont été apportées. Et le vice-président Le Prêtre s'est engagé, lui, à apporter la réponse, puisque c'est une réponse qui doit être métropolitaine et non communale, même si, naturellement, je travaille de concert avec le président Le Prêtre, vous pouvez bien l'imaginer. Aujourd'hui, les études se poursuivent jusqu'à fin du premier semestre 2025. Il y a des concertations publiques encore. Il y a des balades qui se font. Je ne sais pas si vous étiez à la précédente. Celle qui a fait l'article... À la dernière balade, là, je ne vous ai pas vu. La réunion publique dont vous faites état avec M. Le Prêtre, très bien. Nous y étions. Donc voilà, donc vous avez entendu qu'il allait apporter les réponses courant premier semestre 2025. Donc on va se tenir à son engagement et je suis certain qu'il le fera. Donc la réponse, non, je ne solliciterai pas les services de la MEL pour qu'une réunion d'information du conseil municipal puisse se tenir. Alors avant l'été, c'était très compliqué, mais en tout cas à la rentrée. Donc je ne peux que m'étonner de cette position. Je demande simplement que nous puissions être informés. Comme vient de le dire Madame Germain à l'instant, on constate qu'effectivement, on est informé de rien. Donc, on ne demande pas grand-chose. On demande une réunion privée pour être simplement informé de l'état d'avancement de ce dossier. Pour l'instant, Madame... dont se fait écho la presse. Ben c'est oui. quand même dommage Et en plus, tout ce qui est dans la presse, c'est pas forcément juste en plus. C'est ça le truc. Mais là, aujourd'hui, je ne peux rien vous dire d'autre, et je le dis de manière très transparente, et à vous et aux personnes qui nous regardent et aux personnes du public, que les études se poursuivent selon les délibérations qui ont été prises, que vous avez votées, qui ont été votées à la métropole européenne de Lille, et que le président Le Prêtre, comme il s'est engagé, viendra nous annoncer la nouvelle en semestre 2025. Je l'ai encore vu tout à l'heure. Il n'y a aucune langue de bois, enfin, c'est juste une réalité. Sachez qu'en décembre 2024 seront mis à délibération du conseil métropolitain 45 millions d'euros pour lancer les études d'AMO sur notre tronçon métropolitain, enfin, Lillo ou Vambrocitain ou Vambrocitain-Lillois, Vambrocito-Lillois. Là, pour le moment, Madame de France, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Il n'y a pas de... Je vous cache rien, faut arrêter de penser que je vous cache des choses. Il n'y a vraiment rien. Et vous savez très bien, je vous le répète encore une fois, hein, mon bureau est au 3e étage du Château Rouge, il est grand ouvert, vous venez quand vous voulez. En ce moment, il fait un peu chaud, mais il n'y a aucun souci là-dessus. Vous pouvez poser vos questions. Enfin, je cache rien. Je fais vivre le projet que nous... Alors effectivement, des fois, on n'arrive pas, mais je pense que vous comprendrez bien cela. En tout cas, un grand merci à tous et toutes pour le respect des débats, la richesse des débats. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis sur notre page Facebook Ville de Vambrochy, les personnes qui sont ici dans le public. Merci, messieurs. Merci, Madame Van Kortenbosch. Merci à nos directeurs, messieurs Van Utrive-Gautran, Boulan et Madame Delbecq. J'ai dû commencer par Madame Delbecq pour une raison de galanterie, pardon. Merci à Madame Depot, vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Debert, pour la rédaction des comptes rendus de commission et la rédaction de nos conseils municipaux. J'excuse ce soir la presse
qui est très occupé, nous le comprendrons bien. Monsieur Villarbal, je vous réitère mes remerciements, ainsi qu'à Madame Broda et Lemire, donc, qui ont assuré la traduction de ce conseil municipal. À Monsieur Razemont pour la retransmission de ce conseil municipal. Je vous souhaite à tous et toutes de bonnes vacances. Et mesdames et messieurs les élus, je vous demanderai de rester assis puisqu'il y a des signatures à émettre sur les registres. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à toutes.